Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité à Télé Congo, merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Sur le plateau de Cultura ce jour, Jean-Pierre Makosso, moine Mamkai, qui nous arrive avec Assis sur les genoux de ma mère, contes et légendes de Yanga, avec la préface de Anatole Collinet Makosso, un ouvrage publié aux éditions L'Harmattan Congo. Bonjour Jean-Pierre Makosso. Bonjour, Sir Gérard. Merci beaucoup de répondre à cette invitation. Et quand je dis moine Mamkai, qu'est-ce que ça vous dit, Jean-Pierre? Je suis l'enfant de Maman Mamkai. Ça me rappelle. Et voilà, et donc je disais tout à l'heure que c'est un nom que vous avez finalement joint, n'est-ce pas? C'est votre nom de plume, il faut dire, nom d'artiste, et que vous avez réussi à joindre à Jean-Pierre Makosso. Et voilà, c'est très bien voilà. Et lorsque vous parlez de Assis sur les genoux de ma mère, en tout cas, c'est l'enfant de Mamkai. C'est l'enfant de Mamkai, c'est tous les enfants de Mamkai, c'est tous les enfants du monde qui sont assis sur les genoux de leur maman et qui apprennent vraiment l'art de vivre. Oui, très naturellement. Alors, juste une brève présentation de l'auteur. Vous êtes originaire de Pointe-Noire, Jean-Pierre Makosso, il faut le dire que votre nom de plume, je l'ai signalé, c'est Moine Mamkai et vous vivez en Colombie-Britannique au Canada. C'est bien ça. Voilà. Vous êtes acteur de théâtre, metteur en scène, conteur, poète, romancier, lecteur et vous portez avec vous, il faut dire, l'amour de la langue française et ça, on le sent déjà, n'est-ce pas? Et même on lira des textes ensemble avec vous. Déjà, vous nous communiquez, n'est-ce pas, il faut dire, cette hantise qui est en vous. Alors, un amour cultivé de langue date, tandis que, enfant, vous traduisez déjà de la langue vili à la langue française les récits racontés par votre mère. Mamkai, nous l'avons signalé, et vous êtes vice-président de l'Alliance francophile de Grand Vancouver et Faster Valley. Vous êtes fondateur et directeur de Makosso Village, et on sait que, encore quelques jours, vous avez fait des très bonnes représentations, il faut dire une grande performance de Makosso Village que nous avons suivi à Pointe-Noire, que nous avons suivi ici à Brazzaville, à l'Institut français du Congo. Et je vous invite donc sur le plateau de Cultura à ce sujet pour parler ensemble avec vous de Assis sur les genoux de ma mère, contes et légendes de Yanga, mais également pour parler de cette performance que je viens de signaler, ce très beau spectacle que vous nous avez livré en exclusivité, il faut dire, n'est-ce pas, avec Makosso Village. Assis sur les genoux de ma mère, cet amour, n'est-ce pas, qui foisonne, cet amour que vous distillez, il faut le dire, n'est-ce pas, cet amour filial, cet amour que vous portez pour votre mère et cet amour qui n'a pas de limite. Non, cet amour n'a pas de limite. Cet amour s'étend jusqu'au-delà des horizons. C'est un amour très naturel et spirituel à la fois. C'est l'amour que je donne à toutes ces femmes-là qui m'ont donné un verre d'eau. C'est enfant déjà, quand je grandissais, lorsque je voyais une femme avec un fardeau lourd, je lui prenais son fardeau. Je disais, maman, vous allez où? Comme vous savez, en Afrique, toutes les femmes sont nos mères. Alors je disais, maman, vous allez où? Je peux vous aider? Oh oui, mon fils, je peux vous aider. Et puis, je prenais le fardeau de la maman et je le portais jusqu'où elle allait. Donc, nous avons grandi comme ça à être obéissants. Donc, toutes les mères sont devenues nos mères. Et l'amour que nous portons envers ces mamans est inégalable. Inégalable. En tout cas, il faut le dire, c'est un amour atemporel, c'est un amour intemporel. Absolument. Alors, absolument. Et ça se traduit manifestement dans tous vos vers. Donc, tout, n'est-ce pas? Oui. C'est un amour qui traverse tout l'ouvrage. Oui. Et finalement, sans fin, comme je le dis, on a envie d'aimer sa maman, on a envie d'aimer sa mère, et on a envie, n'est-ce pas, de se retrouver sur le giron de sa mère, absolument, dans les bras de sa mère. Absolument. Et ça, vous savez le communiquer. Alors, et vous nous mentionnez même en même temps que vous êtes arrivé non seulement à l'écriture, au conte, grâce à votre mère, parce que très tôt, sur les genoux de vos mères, de votre mère, il y a cette communication. Ça, il faut le souligner. Ça, il faut le souligner. C'est grâce à ma mère que je suis arrivé à la littérature. Ma mère, elle, lorsqu'elle racontait des histoires, tard la nuit, je me retirais dans ma petite chambre, dans ma petite cabane, et j'écrivais, je traduisais ces textes-là du Vili en français. Parfois, mon père, qui allait au petit coin à 3 heures du matin, passait par là, et puis il voyait encore la bougie allumée, il disait, mais
pourquoi tu dors pas? Je disais, non, papa, je travaille encore. Et il vous disait, travailler, ça veut dire faire ses devoirs. Voilà. Alors il disait, mais, travaille, mais dors un peu quand même. Vous voyez, donc c'est ces parents-là qui m'ont traduit cet art d'écrire. Voilà. Et ma mère même, qui avait un frère à lui qui habitait au Gabon, il ne communiquait qu'en français les deux, parce que ma mère ne parlant pas français, mon oncle parlant français, donc quand il fallait l'écrire en français. Et ma mère me disait quoi écrire en vili, et je traduisais à mon oncle. Et à la fin, ma mère me disait, relis-moi la lettre. Et quand je commençais à relire la lettre à ma mère, elle disait, non, non, lis-la moi en français, pourquoi tu la lis en vili? Vous voyez un peu, c'était pour elle une façon de voir un peu cette musicalité d'autres langues. Voilà. Et vous mentionnez très bien qu'elle ne comprenait rien, mais finalement, le simple fait de suivre, n'est-ce pas? Absolument. Et elle se sent, et ça faisait quelque chose. Absolument. Elle allait même plus loin. Elle disait, mais quand je disais, mais maman, mais tu ne vas rien comprendre. Elle disait, mais attends, ce sont mes mots que tu as traduits. Donc je sais ce que j'ai dit. Voilà. Alors je veux juste écouter la musicalité, parce que je sais ce que j'ai écrit à mon frère. Et autant qu'elle vous demandait de raconter à votre tour ou de canter à votre tour. Bien sûr. Mais les textes que vous avez transcrits en fait en français. Bien sûr, vous avez traduit en français. Tel que le conte de Ma cuvette de champignons, c'est son histoire personnelle. Et chaque fois, elle me demandait de la lui lire en français. Une fois, comme ça, on est assis et puis elle me dit, raconte-moi une histoire. Je dis, mais maman, oui, raconte-moi une histoire. Raconte-moi l'Iboliam, la cuvette de champignons. Bon, je commence à lui raconter l'Iboliam de champignons en vili. Elle dit non, 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 raconte-la moi en français. Je dis, mais enfin, maman, vous n'allez rien comprendre. Il dit, mais mon fils, c'est mon histoire. Je connais tous les mots. Je veux juste écouter la musicalité d'autres langues. Vous voyez un peu, c'était... Bon. Et à cela, vous mentionnez quelque chose qui est très beau en fait à écouter. Vous le mentionnez dans le prologue, vous dites, si d'aucuns pensent que la langue française, n'est-ce pas, est venue vers eux, et qu'elle leur a été imposée, oui. Pour moi et pour mes parents, la langue française, n'est-ce pas? Vraiment, nous l'avons choisi. Nous avons choisi cette langue parce que nous l'avons même donnée à nos parents, parce que ma maman aimait tellement les langues, elle adorait les langues, et déjà cet exemple de musicalité prouve qu'elle adorait les langues. Donc nous avons voulu effectivement apprendre même la langue française à nos parents, et c'est ce qui s'est passé. Mon père commençait à parler français, ma mère commençait à parler français, et quand nos oncles venaient et que nos parents nous répondaient en français, nos oncles se disaient, oh, même vous voyez, même nos oncles parlent français, donc c'était un étonnement et nous on était fiers. Vous voyez, vous savez, nous, on a vécu en Vili, et nous aimions nous retrouver, frères, sœurs, nous étions là à nous raconter des blagues, à nous raconter des histoires, mais on était plus dans le Vili, si bien que quand on partait à l'école, on avait des difficultés avec le français parfois, on avait des fautes de grammaire. Donc nous nous imposions une discipline d'études françaises. Donc nous étions là, nous nous donnions des dictées, nous lisions, nous parlions français. Et quiconque parlait Vili était écarté. La personne, le frère, la sœur n'assistait plus à nos discussions. Et c'était grave quand tu ne pouvais plus assister à nos discussions, parce que c'était du rire. Chez nous, c'était du rire. Alors, on était obligé de parler français. Et ça nous a aidés. Ça nous a aidés. Maintenant, on communique. Sinon, nous serions devenus des enfants pauvres qui n'auraient jamais parlé français. Voilà. Alors, et aujourd'hui, parler du conte, pour vous, c'est en fait marcher de nouveau sur les pas de votre mère. Parler du conte, pour vous, ce n'est pas ressusciter la parole. Oui. Et finalement, cette filiation. Oui, c'est susciter surtout l'art oral que j'ai reçu de ma mère. C'est susciter aussi la langue Vili que j'ai reçue de ma mère. Parce que sa langue, il ne faut pas la négliger. On a beau être Molière ou Shakespeare, mais il faut aussi être moine Mamoukaï. Et moi, je veux demeurer moine Mamoukaï. J'écris dans la langue de ma mère. J'écris dans la poésie Vili de mon père. Parce que si je n'avais pas cette poésie de mon père, cette prose de ma mère, je n'écrirais pas en français.
Vous voyez, elles m'ont donné la prose et la poésie Vili. Et je pense dans cette prose et dans cette poésie-là, c'est pourquoi mes livres sont à consonance africaine. Et c'est ça qui est important. Voilà. C'est ça qui est important et également, c'est... Nous avons jusque-là parlé de Mamkaï, mais il y a à côté de Mamkaï le père. Ah, bien sûr. Le père, finalement, qui lui ne vient pas dans l'élan du conte, Non. mais qui vient avec, n'est-ce pas, l'élan du conseil. Absolument. Et donc, comme qui vient apporter la chute c'est ça. du conte. Du conte. Qui apporte finalement, qui vient conclure sur tout l'enseignement, n'est-ce pas? Qui vient donner la morale. Qui vient donner la morale. En fait, la morale de mon père est poétique. C'est pourquoi je l'appelle mon poète, parce que sa morale, quand elle arrive comme à compte-goutte. C'est comme si une goutte qui tombe parce qu'elle part un mot après un autre. Et il prend son temps, mon père. Il prend son temps quand il parle. Un mot après un autre. Et tu dois être patient pour écouter, parce que le mot qu'il va dire est tellement important dans cette morale qui définit le conte que tu n'as pas envie de le rater. C'est lorsque maman a fini de raconter une histoire et que nous on se demande mais c'est quoi ça veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, lui il apporte, assis sur son fauteuil, il nous écoute pendant tout le long du conte. Il écoute sans parler. Et à la fin du conte de ma mère, il amène sa morale. Alors là, tenez-vous prêts, ouvrez grand vos oreilles et soyez patients. Et il va vous dire un mot après un autre, tout doucement, tout lentement, comme un esclave crabe sur la plage qui cherche où est passé son trou. Vous voyez, c'est ça. Et moi, je l'ai écouté attentivement. Et quand j'ai commencé à écrire, je sens toujours sa voix derrière moi. Pourquoi tu as placé ce mot? Place celui-ci. D'accord. C'est bien ta prose, mais place celui-là. Vous remarquerez que dans tous mes livres, il y a la poésie, la prose et il y a le conte. Ça, c'est l'oralité. Je parle, je fais parler mes personnages. C'est cette théâtralité-là. On la trouve aussi dans mes livres, que ce soit les romans, la poésie, les contes, les nouvelles. On y trouve ça parce que c'est ça qui m'a encadré, moi, mon père d'un côté, ma mère de l'autre. Voilà. Alors, Jean-Pierre Makosso, je vais vous inviter à nous livrer une lecture d'un extrait, n'est-ce pas, que vous aurez, mais de préférence, ce texte qui ouvre finalement votre recueil de contes, il faut le dire. Liboriam. Voilà, la cuvette de champignons. La cuvette de champignons, effectivement. Je m'en vais vous la lire. Ma cuvette de champignons. À cette époque, je suis 100% véliphone, comme toutes les filles de mon âge d'ailleurs, et qui commencent à peine à porter des sandales. Bonjour, mademoiselle. Est-ce du champignon que vous portez là, sur votre tête? Je ne m'arrête pas, je ne réponds pas. Je continue droit devant moi, ma cuvette de champignons sur la tête. La dame, une Française d'une trentaine d'années, qui vient de m'interpeller, court après moi. Je ne suis qu'une adolescente aux pieds nus, avec pour seul habit un pagne attaché autour de mes reins cambrés et une petite camisole. Je suis innocente de la tête aux pieds et belle des orteils aux cheveux. Je porte sur ma tête une cuvette de champignons, fruit de ma récolte que j'ai bien l'intention de vendre, afin de m'acheter une paire de sandales. Je suis une jeune femme maintenant et je ne veux plus me promener pieds nus. Toutes les jeunes femmes de mon âge portent des sandales maintenant. Le monde évolue. Je marche ça et là, vif. L'oreille à l'écoute et l'œil vif. Il faut que ça se vende. Je ne tiens pas à repartir avec ce fardeau sur la tête. Ça pèse et c'est loin. Là où j'habite, très loin. Ce quartier indigène que j'ai quitté tout ce matin pour me retrouver dans cette cité des Blancs.
Et le sol est en feu. Il est midi. Le soleil chauffe à 45 degrés. Heureusement que les flamboyants de la cité européenne ralentissent son intensité. L'air doux qui vient de la mer et qu'on entend mugir à quelques mètres de là adoucit la température. Et moi, j'ai faim. Je tourne autour de moi-même, je vois passer et repasser des Occidentaux qui courent, de peur d'être abordés par des enfants misérables qui longent les rues de Pointe-Noire, ou encore par ces vendeurs ambulants qui, pour la plupart, viennent des pays voisins. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite, ces blancs. Ils vont droit devant eux et entrent, soit dans la boulangerie, soit dans la pâtisserie, ou encore dans ce grand hangar où on trouve toutes sortes de commerçants qui vendent tous de la nourriture pour les blancs. Merci beaucoup, Jean-Pierre Makosso. Alors, quel commentaire faites-vous de ce texte? Eh bien, ce conte, c'est... Vous voyez bien que j'ai employé le jeu, c'est-à-dire c'est ma mère qui parle. Oui. Enfant, 12 ans, elle va vendre du champignon au marché des Blancs, c'est-à-dire au plateau, en ville. Et elle est accompagnée de ses frères, ses deux frères qui vont à l'école et qui parlent français. À cette époque, les filles ne vont pas à l'école, ça ne parle pas français. Et d'habitude, ce sont ses frères qui l'aident à vendre du champignon, c'est-à-dire qui servent d'interprète à ma mère, qui a 12 ans à l'époque. Mais cette semaine-là, ma mère s'est montrée très impolie, très indisciplinée. Ses frères ont décidé que cette fois-ci, elle va vendre son champignon seule. Alors eux, ayant déjà tout vendu, se retrouvent sous le flamboyant en dégustant les croissants, des pains au chocolat. Et ma mère, qui a faim et qui marche sous un soleil ardent, n'arrive pas à vendre son champignon. Elle est en train de crier parmi tous les blancs, au milieu de tous ces blancs. Boucoué, 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 champignon, champignon, et personne ne l'écoute. Mais une femme, une jeune femme française, l'a observé. Cette femme s'approche de ma mère et puis elle demande en français, « Est-ce du champignon que vous avez dans votre cuvette? Je vous l'achète. » Ma mère qui regarde la Française qui arrive juste comme ça, droit devant, elle a peur, elle s'enfuit en criant, « Hé, Aliboliam Libouk, Aliboliam Libouk » qui veut dire, « Ça c'est ma cuvette de champignons, ça c'est... » La dame la poursuit, arrive. « Est-ce que c'est du champignon? Je vous l'achète. » Elle dit, « Monk. Non, 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 non. C'est ma... Aliboliam Libouk, c'est ma cuvette de champignons. » Et elle s'enfuit. Ses frères, sous le flamboyant, s'éclatent de rire, se moquent d'elle. Et puis, ça continue comme ça. Et ses frères arrivent, trouvent la dame. « Oui, madame, c'est du champignon. » Mais pourquoi elle fuit? Elle a peur, elle ne parle aucun mot français. Mais c'est du champignon. Est-ce que vous en voulez? Mais bien sûr que je vais acheter ce champignon. Alors la dame achète du champignon, donne de l'argent, s'en va, et ses frères se moquent d'elle. Oh, tu connais pas parler français. Oh, tu connais pas parler français. Ma mère dit, mais vous êtes vraiment des idiots. Cette femme blanche vient dans mon pays. Elle veut mon champignon. Et elle n'apprend pas ma langue. N'aurait-il pas fallu qu'elle apprenne d'abord ma langue avant de venir dans mon pays et de brûler d'envie pour mon champignon? Vous êtes bête. Mais, tout ce temps, on l'appelait Monique Madame Liboliam Libouk. Partout elle passait, Liboliam Libouk, viens ici, Liboliam Libouk, viens là. Pourtant, ma mère avait raison. Merci. Merci. Réal? On enchaîne, hein? On va scinder ça au montage. On enchaîne. Alors, Jean-Pierre, et justement pour cette raison, vous mentionnez dans votre introduction, vous mentionnez que plus tard, cette raison-là, n'est-ce pas, ou cet incident fera que votre mère pousse vos deux sœurs, n'est-ce pas, à aller à l'école, incite vos deux sœurs à aller à l'école contre le gré de ses frères, de ses parents, de sa mère, de sa maman. De sa mère. Absolument, parce que ma mère est avant tout cultivatrice, sa mère à elle, notre grand-mère, grande cultivatrice, elle avait une tante grande cultivatrice, donc les deux sœurs pour elle, les deux filles de notre maman devaient aussi faire ça. Mais ma mère, non. Ma mère a incité ses enfants, ses filles à aller à l'école.
Ma mère s'arrangeait, même quand papa n'avait pas l'argent pour payer l'assurance, ma mère s'arrangeait avec ses multiples commerces à trouver de l'argent pour qu'elles aillent à l'école, pour que nous allions tous à l'école. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'incitait à raconter les contes qu'elle nous racontait en Vili, à les lui raconter en français. Elle a poussé notre mère. Ah non, tu ne pouvais pas manquer l'école, tu ne pouvais pas. Pour elle, c'était d'abord l'école. Alors, et votre préfacier, donc, Anatole Colinet Makosso, mentionne ceci dans, n'est-ce pas, je vais lire un extrait de sa préface. Oui, Mme Kai, tu l'as appelée institutrice. Et là, j'ai beaucoup apprécié ce jeu qu'il y a, n'est-ce pas, où fraternellement, le préfacier Anatole Colinet Makosso parle à son frère de lait, en fait. Oui, à son frère de lait. Absolument. Et qu'il tutoie et à qui il partage finalement ses souvenirs de Mme Kai Oui. ensemble. Et finalement, c'est ce tutoiement qui, à chaque pas, il faut dire, à chaque mot, essaie de ressusciter le souvenir que vous avez, sinon les souvenirs que vous avez en partage. Absolument, absolument. Autant que le conteur que vous êtes a tenté finalement de nous présenter toute la quintessence de ces 11, il faut dire qu'il y a 11 textes, n'est-ce pas, qui composent finalement ce livre, autant qu'il essaie de faire ressortir quelque chose, n'est-ce pas, de cette quintessence, je disais, de l'essentiel finalement, de la somme de ces 11 contes. Et donc je lis cet extrait. Tu l'as appelée institutrice, faisant ainsi penser à l'hommage d'un musicien célèbre qui disait de sa mère qu'elle aurait pu faire un bon ministre de l'Éducation et qu'il n'y aurait pas de prisonniers par manque d'un civique et de délinquants au regard de l'éducation qu'elle aurait donnée aux citoyens. Fin de citation. Cette éducation, je la revis aussi dans les contes de Mme Kai. Ces contes se terminaient toujours par une belle leçon de morale que nous commentait Joseph le Charpentier, son époux. Très belle évocation. Oui, très belle évocation. Non seulement de la mère, mais également du père. Absolument. Joseph le Charpentier. Absolument. Et on a une grande référence biblique à ce niveau, finalement, qui retrace beaucoup de choses. Oui. Alors, vous voyez un peu cette conjugaison, en fait. Souvenons-nous la leçon de la sagesse de Salomon que nous inspire le jugement de César le lièvre, dans l'homme, le lion et la femme. Il ne suffit pas d'avoir raison, il faut plutôt savoir raisonner, dit Joseph dans son français approximatif, formulé au travers de petites phrases avant de poursuivre en langue vernaculaire. Le juste doit savoir rendre la justice en se laissant guider par le bon sens, mais jamais par esprit de vengeance, de haine, de jalousie. Celui qui est établi pour rendre la justice, doit se garder de croupir sous le poids des présents au risque de se laisser corrompre, car sur le plan spirituel, la corruption est un abandon moral de ce qui est juste et se traduit de nos jours par les pots de vin, les détournements de fonds, etc. Je m'arrête là. Absolument. Et c'est carrément notre père, ça. C'est carrément notre père, c'est carrément ce Joseph le Charpentier. Et Joseph le Charpentier, il a été ainsi, il a élevé 8 enfants, mais nous ne savions pas comment est-ce qu'il a pu faire ça. De nos jours, personne ne le ferait, je crois. Il faut dire que c'est pourquoi je dis toujours, derrière un homme, il y a une grande femme. C'est peut-être que derrière Joseph le Charpentier, il y avait cette grande dame qui était Marie-Thérèse Macaya. Il faut le reconnaître parce que... Et c'était vraiment une grande dame. Joseph n'aurait pas pu. Il aurait réussi par sa sagesse, certes, mais il y avait une grande dame derrière elle. Voilà. Et Jean-Pierre Makosso, juste en passant, vous faites une très belle évocation également de votre père par des petits brins comme ça, n'est-ce pas, où vous rappelez, et ça, j'ai beaucoup aimé. Et je vous le dis comme ça, j'ai vraiment aimé. Vous dites, lorsqu'il y en avait, juste le soir au compte, n'est-ce pas, avant les comptes, maman, c'est juste après le repas, donc qu'il y avait finalement la phase des comptes. Et quand il n'y avait pas le repas, maman mettait la marmite au feu, et il y avait la vapeur. Mais, eh bien sûr. Alors, et cette évocation que j'ai beaucoup aimée finalement du père, vous dites ceci de votre père, que le père mentionnait qu'une maison qu'un foyer
où il n'y avait pas, où il y avait tout le temps, n'est-ce pas, à manger, la nourriture. ça frisait finalement du niveau. Ah ben, oui, oui. Mais bien sûr. Mais est-ce qu'on le dirait de nos jours? On le dirait encore? Vous pensez? Oui, bien sûr. Dans quelques foyers, on le dit, certes. Dans quelques foyers, on le dit. Parce que nous, on a grandi comme ça. Oui. Non, c'est vrai. Ah, mais une très belle vocation. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous êtes allé dans tous les méandres, en fait. Vous n'avez pas raté un seul pan. Non, c'est-à-dire, un foyer où il y a toujours de la nourriture, non, ça peut pas. Ça peut pas. Il faut qu'il y ait ces moments. Ces petits moments de manque. De manque, voilà. Peut-être pas de disette, mais en fait de manque. De manque, effectivement, de manque. Notre père, lui... Et on grandit avec ça également, ça fait partie de l'éducation, n'est-ce pas? Absolument. Notre père, d'ailleurs, il avait un estomac de colibri. C'est-à-dire... Ah oui, vous le mentionnez. Oui. Il mangeait peu. Même s'il avait faim, il ne prenait qu'un morceau de manioc, un morceau de mayaka. Il savait que ses enfants attendaient dehors. Et on va se précipiter pour aller prendre le reste de papa. Dès que papa sortait de table, on savait qu'il avait laissé quelque chose, qu'il avait tout laissé d'ailleurs. Et nous, on courait. Mivek, Bilyabim, Bigtat, à moi-même la nourriture de papa, et on courait. Et puis après, on avait établi l'ordre. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi, pour éviter qu'on se casse la figure. Ouais. C'était des choses comme ça. Oh, c'est très beau. Vous voyez, toutes ces évocations, rassurez-vous que ça, n'est-ce pas, ça parle, oui, n'est-ce pas? Oui. Ça a une telle sensibilité, ça suscite une telle sensibilité qu'on a envie d'en lire davantage. Absolument. Amis culturels, sur le plateau de Cultura, Jean-Pierre Makosso, moine Mamkai, qui nous arrive avec Assis sur les genoux de ma mère, contes et légendes de Yanga, qui a bénéficié de la préface d'Anatole Collinet Makosso et un ouvrage publié aux éditions L'Harmattan Congo Brazzaville. Jean-Pierre Makosso, nous avons parlé n'est-ce pas, d'Assis sur le mer, mais tout à l'heure, je mentionnais et je le redis que vous êtes fondateur de Makosso Village. Makosso Village, et vous venez de livrer, n'est-ce pas, un spectacle merveilleux, il faut le dire, qui retient en haleine le spectateur de bout en bout, il faut dire, pendant près d'une heure, sinon 1 heure quelques 15 minutes, il faut dire, 1 heure et un quart de minutes, j'ai bien regardé, vous nous avez, n'est-ce pas, retenu et toujours attentif avec ces acteurs que vous avez menés du Canada, avec ces acteurs que vous avez finalement piochés du côté également de Pointe-Noire, il faut dire, et de Brazzaville. Et de Brazzaville, une très belle conjugaison également, là, artistique. Oui, c'était un choix. Parlez-nous d'abord de Makosso Village. Eh bien, Makosso Village a été créé dès le premier jour où j'ai mis le pied sur le sol de Vancouver. Je suis arrivé dans une province anglophone et je ne parlais que français. Alors, je me suis entouré des jeunes, des gens qui pouvaient parler la langue francophone, même s'ils la parlaient peu. Et j'ai commencé à former ces jeunes-là. Et nous avons créé Makosso Village. Makosso Village, c'est-à-dire, on recrute des jeunes pour former des grands spectacles. Et Makosso Village a pris son ampleur lorsque je suis devenu, j'ai travaillé dans Jeunesse Canada Monde. Il y a un programme au Canada où ils font venir des jeunes d'un pays d'Afrique et ils choisissent des jeunes, 10 jeunes dans tout le Canada et 10 jeunes d'un pays d'Afrique. Les 10 jeunes d'un pays d'Afrique anglophone ou francophone, ils arrivent au Canada pour 6 mois. Donc pendant 6 mois, ils vont être avec les jeunes Canadiens. Et avec ces jeunes-là, je vais écrire un spectacle et je vais faire la mise en scène, je vais faire jouer le spectacle. Et je vais amener ces jeunes-là dans des villages, aider, faire ceci, balayer, des trucs comme ça. Et puis après, à la fin, on fait un spectacle. Et l'argent reçu, puisque j'étais déjà connu là où je vivais, donc c'est toute la communauté qui arrive voir le spectacle. Et l'argent reçu, on donnait au groupe de 20 qui devait repartir en Afrique. Donc tout le monde devait retourner en Afrique et les jeunes Canadiens devaient venir aider un projet avec les jeunes Congolais ou avec les jeunes Africains en Afrique. Donc cet argent leur appartenait, ils formaient un projet. Et donc j'ai travaillé avec Jeunesse Canada Monde dans ce programme-là pendant 10 ans. Et c'est là où Makosso Village a vu son jour, a pris son ampleur. Et au moment
de la Covid, le programme a été arrêté, le programme n'existait pas. Et j'ai continué avec Makosso Village. Je recrute des jeunes ici et là pour monter des spectacles. Qu'est-ce que ça vous dit d'avoir suivi finalement ce spectacle de Pointe-Noire à Brazza? L'émotion, hein. C'est d'abord l'émotion. L'émotion, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, jouer ce spectacle devant les miens. Jouer ce spectacle, il y a longtemps que je n'avais pas joué ici à Pointe-Noire. Je suis parti d'ici déjà acteur de théâtre. Vous voyez, donc on m'avait peut-être oublié en tant qu'acteur. Maintenant, j'écrivais des livres, se disant, il écrit, et puis sur la scène, et que je rebondisse comme ça avec un spectacle. C'était vraiment merveilleux. Merci beaucoup Jean-Pierre Makosso Mwanmamkaï. Vous arrivez donc sur le plateau de Cultura pour nous parler de vos ouvrages, pour vous parler de ce très beau spectacle que nous avons mentionné et qui a porté dans ce pas sur la collecte, il faut dire, sinon cet assemblage, n'est-ce pas, des textes que vous avez pris ça et là, avec des artistes de Canada, du Congo. Et merci d'avoir répondu à cette invitation de Cultura. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et merci, amis culturels, en tout cas, nous vous disons merci et à très bientôt. Samedi prochain, 14h30.